Donc oui, il s'agit à la fois de vous écouter, de répondre à vos interrogations, mais aussi de vous expliquer l'action menée par le gouvernement depuis maintenant 1 an et éventuellement de faire remonter d'éventuelles problématiques. On a opté pour un format court, 1h30, pour ne pas perdre tout le monde au fil de la soirée. Donc, rapidement, on a une présentation de Blandine en 20 minutes. Derrière, on aura 40 minutes pour les questions-réponses. Donc, c'est les petits papiers qui sont à votre disposition sur les tables. Vous levez la main, je viens chercher le papier et puis le transmet à Blandine. C'est pour une meilleure gestion du temps, c'est pour être efficace. Voilà. Et ensuite, on aura 20 minutes d'échange informel. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des sujets plus personnels à aborder ou simplement si vous voulez faire une rencontre, ce sera avec plaisir. Voilà, donc ça nous amènera jusqu'à 20h si tout va bien. Est-ce que ça vous convient? Donc je cède la parole à Blandine Brocard et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci Éléonore. Bonsoir à tous. Alors je ne sais pas si là-bas vous pouvez bien voir ce qui est diffusé ici. Et donc il va falloir que j'explique encore mieux ce qui est projeté. Merci d'être venus si nombreux. Je suis ravie d'en rencontrer certains, d'en revoir un certain nombre d'autres. Effectivement, comme Éléonore vous a dit, c'est un format que j'ai voulu convivial. Je n'ai pas souhaité faire de réunion publique. Voilà, j'ai préféré et je teste ce format. Le fait que vous soyez nombreux montre que c'est sûrement quelque chose voilà, qui vous convient. Et j'espère qu'à la fin, vous serez encore plus convaincus par ce format. Alors, la thématique qu'on a souhaité retenir, effectivement, qui est celle du pouvoir d'achat, n'est pas une thématique forcément évidente. J'aurais pu prendre quelque chose de plus consensuel, mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant rentrer directement dans le lourd. Et puis surtout, les différentes personnes qui m'ont sollicité depuis presque 1 an maintenant, voilà, c'est quelque chose de très récurrent. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et en discuter avec vous ce soir. Le format qu'on a adopté, voilà, c'est pour essayer de vous expliquer la logique. Alors ça va être compliqué, la technique, voilà. La logique des mesures que le gouvernement a prises jusqu'à maintenant en matière de pouvoir d'achat. Parce que c'est vrai que si on prend les mesures une à une, qu'on les met côte à côte, il y a guère de sens. Il y en a certaines qui vont satisfaire une catégorie, il y en a d'autres qui vont être fortement déçues par d'autres mesures qu'on est amené à prendre. Mais tout ça, évidemment, a une logique d'ensemble. Et c'est pour ça que je vais vous faire la présentation qui va suivre pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui on en est amené à prendre ce genre de mesures en s'adossant à ce qui s'est passé avant. Alors, et si, tiens, il manque le haut. Alors, pardon, on l'a fait encore. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir quand même assez longtemps en arrière, à savoir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près, là, on a les conséquences de ce qui s'est passé depuis 70 ans, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est créée la sécurité sociale. Donc, effectivement, avec une véritable volonté de protéger les plus faibles. Peu de temps après, voilà, le général de Gaulle a souhaité créer l'assurance chômage pour protéger donc, non seulement ceux qui sont malades, ça avait été fait avant, mais tous ceux qui peuvent connaître des difficultés en termes professionnels. Et c'est vraiment ces deux systèmes ont créé, donc il y a 70 ans, notre modèle social français. Alors, vous n'ignorez pas, les plus âgés l'ont sûrement vécu, les plus jeunes l'ont appris dans les livres d'histoire, qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est entré dans les 30 Glorieuses avec une croissance qui était vraiment magnifique. Alors, évidemment, j'ai un problème, voilà. On est juste dans l'après-guerre, le pays est à reconstruire, les États-Unis, à travers le plan Marshall, développent beaucoup, donnent des financements à la France, ce qui permet de reconstruire le pays.
Démographiquement parlant, les Françaises et les Français font beaucoup d'enfants, c'est le fameux baby boom. La France est en pleine expansion démographique. Et naturellement, dans ce contexte de reconstruction, c'est quasiment le plein emploi. C'est-à-dire qu'on quitte un travail un jour, on est quasiment assuré le lendemain de retrouver un autre. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement les 30 glorieuses. Et puis justement, les Français veulent oublier toutes les années de guerre. La France est heureuse, la société de consommation commence à se mettre en place, les femmes travaillent, les produits électroménagers arrivent. Donc j'allais dire vraiment tout va très très bien pendant une trentaine d'années. Donc on a énormément de personnes qui travaillent et donc naturellement ce fameux modèle social français dont je vous ai parlé tout à l'heure est financé donc par ceux qui travaillent et qui ont un salaire. Donc voilà, c'est la logique avec la configuration donc, telle que je viens de vous la présenter. Hélas, ça n'a pas duré. Comme, encore une fois, certains d'entre vous peuvent s'en souvenir. On aurait bien voulu rester dans cette croissance des 30 glorieuses, mais ce n'est pas le cas. On a 1973, premier choc pétrolier, et là, effectivement, l'économie même mondiale qui commence doucement mais sûrement à connaître un déclin très prononcé. Cela s'accompagne d'une croissance qui devient de plus en plus faible, un déficit commercial qui ne cesse de s'aggraver, effectivement lié à tout ça un endettement qui explose, les comptes publics qui se dégradent de plus en plus et le chômage qui jusqu'à maintenant n'avait presque pas cours, qui commence non seulement à apparaître et qui ne cesse d'augmenter. Je voudrais attirer votre attention un petit instant sur ce graphe qui présente l'évolution de la dette publique française de 1978. Donc, qui est la date du second choc pétrolier à 2011. On n'a pas encore réussi à trouver les derniers mandats. Alors, il est très parlant, hélas, par l'augmentation croissante, et j'allais dire indéfectible, de la dette publique, et puis par le fait que, il y a une alternance, j'allais dire, typique des gouvernements français, la droite, la gauche, la droite, la gauche. Il n'empêche, rien n'est enrayé. Donc, la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on continue comme ça ? Évidemment non. Donc on se dit on va essayer autre chose parce que gauche-droite ça suffit. Il faut arrêter notablement le fait que la dette publique française se creuse. Alors là on a vu les conséquences économiques de la crise et il y a également des conséquences en matière sociale. Alors, naturellement, quand l'emploi devient de plus en plus rare, il y a une précarisation des personnes, une exclusion. Le CDI commence à ne plus être la seule référence, on commence à voir apparaître des CDD, on ne retrouve pas aussi facilement de l'emploi. Donc naturellement, on a vu tout à l'heure dans les 30 glorieuses, il y a une véritable confiance en l'avenir. Cette confiance est en train de s'éroder, à la fois pour les personnes qui craignent pour leur emploi, et puis aussi pour leurs enfants. Le cercle vicieux continue. À ce moment-là, on se crispe, il y a différentes tensions qui commencent à naître au sein de la société, ce qui n'était pas le cas avant. Chacun se recroqueville sur soi-même, donc un individualisme qui commence à naître et qui va se développer. Et quand on est confronté à un problème, on a souvent tendance à dire que c'est la faute de l'autre et à rechercher un coupable. Alors les boucs émissaires peuvent être très nombreux. Quand on est pauvre, on considère que c'est à cause des riches. Quand on est français, on considère que c'est à cause de l'étranger. Quand on est salarié d'une entreprise privée, on se dit que c'est à cause des fonctionnaires. Voilà, et comme ça, on est dans ces conséquences sociales de cette crise. Alors, on a vu les conséquences économiques, les conséquences sociales, et surtout, en 70 ans, par rapport au modèle, au contexte que je vous ai présenté tout à l'heure, notre population, évidemment, n'est plus du tout la même. Alors, on a le baby boom, le fameux baby boom post-après-guerre. Là, les Françaises, par manque de confiance, entre autres en l'avenir, font de moins en moins d'enfants. L'autre conséquence, en tout cas le contexte qui change, c'est que les Français vivent de plus en plus longtemps. Donc effectivement, la fameuse génération baby boom vieillit.
Et par exemple, donc on a une proportion d'actifs qui diminue très fortement par rapport à celle des retraités. Et je voudrais attirer votre attention là sur ces deux lignes. Si on prend en 1946, 16% ont plus de 60 ans, et d'ici une dizaine d'années, ce sera quasiment le double. Il y aura 30% de la population française qui aura plus de 60 ans. Donc le contexte a complètement changé. Donc, à la différence de tout à l'heure, quand justement notre modèle social français a été créé, aujourd'hui on a moins de cotisants, on a beaucoup plus de bénéficiaires, donc forcément notre modèle social, il ne peut pas durer comme ça, il est en danger. Notre question c'est comment le sauver, ce système social auquel on tient. On a eu le sens de l'histoire, maintenant on va voir donc le sens de l'action. Alors on aurait très bien pu se dire, ce modèle social, il n'est plus du tout viable, on va en changer complètement, on va prendre un modèle social, par exemple à l'américaine, privatiser une partie de la sécurité sociale. Le candidat Fillon l'avait émis cette idée en novembre 2016 quand il était en campagne. Et nous, c'est pas le choix qu'on a fait, on souhaite conserver ce modèle de solidarité. Alors, solidarité donc, envers les plus fragiles, ceux qui sont touchés en termes d'emploi, de santé, et puis solidarité également entre les générations. Et effectivement, que les actifs soutiennent les retraités. Alors, si on souhaite conserver ce modèle social de solidarité, on peut en revanche pas continuer à puiser dans les caisses de l'État comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Là, pour ceux qui ne voient pas, donc, il y a une vache, il y a marqué État dessus et qui dit on ne pourra pas le traire indéfiniment. Et c'est vraiment ça. Donc il faut inventer autre chose pour maintenir ce système social de solidarité auquel on tient. Et il n'y a qu'une seule solution pour retrouver la croissance, maintenir ce système social et redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est effectivement tout miser sur l'emploi, et donc c'est le sens des actions qu'on mène jusqu'à maintenant. Alors pour relancer l'emploi, il y a effectivement plusieurs pistes, plusieurs solutions qu'on a commencé depuis un an à mettre en place. Alors le fameux libérer les énergies de ceux qui entreprennent. On a plein d'entrepreneurs en France qui sont prêts à développer leur activité, qui sont prêts à embaucher, donc il faut vraiment qu'on les aide à tout ça, qu'il s'agisse effectivement d'entrepreneurs, de commerçants, de professions libérales. Il faut accompagner cette relance de l'emploi par une transformation en profondeur de notre société. Effectivement, à partir de la numérisation de notre société, on peut faire appel, et ça commence à venir, à tous ceux qui sont par exemple dans la Silicon Valley. Il ne faut pas qu'on ait peur, tout ce qui est robotique, c'est en train de prendre et c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut aller pour transformer notre société, et le but ultime étant évidemment à chaque fois de relancer l'emploi. Simplifier les normes et alléger les lois. Je ne compte plus le nombre d'entrepreneurs qui pourraient embaucher et qui perdent un temps absolument colossal en paperasse, en administratif. Donc tout ça, il faut vraiment que ce soit juste vraiment annexe. On ne va pas alourdir encore de normes parce que le but, encore une fois, c'est de créer de l'emploi. Mais évidemment, si on libère d'un côté, on ne peut pas laisser sur le bord de la route ceux qui en ont besoin. Personne n'est à l'abri d'un faux pas, d'une difficulté passagère. Donc on cherche toujours, et c'est ce fameux modèle social français, à protéger et valoriser les personnes. Là on est en train de commencer à mettre en place tout ce qui est formation, tout ce qui est reconversion. Voilà, donc il y a vraiment les deux pendants, libérer d'un côté ceux qui peuvent proposer de l'emploi et en même temps voilà, protéger ceux qui, encore une fois, ont des difficultés. Alors en plus, donc, pour redonner du pouvoir d'achat, il y a quelques mesures très concrètes qui ont été mises en place jusqu'à maintenant. Alors si on considère donc les plus modestes, on souhaite continuer à protéger vraiment. On a par exemple une revalorisation de 30% du complément de moyens de garde pour les familles monoparentales. Le minimum vieillesse qui est appelé à être augmenté. D'ici l'année prochaine, ce sera, je crois, à peu près 90 € en plus par mois. Et l'allocation adulte handicapé qui va également être revalorisée.
Alors il y a les plus modestes, il y a aussi ceux qui travaillent, qu'on n'oublie pas. Donc effectivement, réduction des cotisations salariales. Vous avez dû voir sur votre feuille de paye les premiers effets. Les seconds effets seront en fin d'année. Et puis voilà, petit à petit, c'est vrai que tout le monde est très impatient de voir ces changements, mais il faut quand même un certain temps pour mettre les choses en route. D'ici 2-3 ans, vraiment, il y aura un changement. L'augmentation de la prime d'activité, qui bénéficie également aux actifs. Et puis pour tous, que ce soit les actifs ou les retraités, on a l'exonération de la taxe d'habitation. Donc au départ, ça devait être juste pour 80% des Français. Là, c'est acté que tous les Français bénéficieront de cette suppression de la taxe d'habitation. Donc d'ici 2021, tout le monde en sera exonéré. Et le crédit d'impôt au service à la personne qui, désormais, s'applique également pour tout le monde. Alors en contrepartie, évidemment, là c'était les bonnes nouvelles, il y a une mauvaise nouvelle, mais qui au final est beaucoup moindre que tous les gains que je vous ai présentés auparavant. Pour tous, il y a une augmentation de la CSG. Et donc je tiens à le rappeler, c'est pas juste pour vous ennuyer, c'est pour maintenir ce système social français de solidarité, ou le financement du système de protection sociale qui est étendu à tous les Français et contrairement à avant, plus uniquement aux seuls actifs. Voilà, écoutez, pour avoir mis en perspective les mesures qu'on a faites jusqu'à maintenant, je suis donc, voilà, il y a un certain nombre de questions qui m'arrive. La première salve. Alors, Denise nous dit naturellement, oui, que les retraités sont mécontents de cette hausse de la CSG. Ça, j'entends parfaitement. Je reçois énormément d'habitants de la circonscription qui viennent me dire à juste titre qu'ils pâtissent de cette augmentation de la CSG. Je tiens quand même à rappeler, je l'ai pas dit tout à l'heure, qu'il y a 40% des retraités qui ne sont pas impactés par cette hausse de la CSG. C'est vrai, une partie des retraités ont vu leur pension un petit peu baisser. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un geste de solidarité par rapport au modèle qu'on souhaite vraiment maintenir, un geste de solidarité envers les plus faibles. Et la fameuse taxe d'habitation qui au départ ne devait concerner que 80% des Français, et souvent c'est vrai que c'était les mêmes qui n'étaient pas exonérés de la taxe d'habitation et qui en plus subissaient la hausse de la CSG. Et là, normalement, d'ici 3 ans, on se reverra à ce moment-là, et je pense que la suppression de la taxe d'habitation aura compensé ceux qui ont vu, les retraités qui ont vu l'augmentation de la CSG. Oui. Ah tout à fait. Alors l'agenda, effectivement l'agenda fait que il faut bien commencer par quelque chose. Je suis complètement d'accord. Attendez 2-3 ans. Parlez fort, on n'a pas de micro. Monsieur dit effectivement que l'augmentation de la CSG impacte immédiatement et que les effets bénéfiques de la suppression de la taxe d'habitation auront lieu plus tard. Vous m'écrivez un petit mot comme ça, voilà. Alors, Pierre me demande pourquoi je suis autant absente dans l'hémicycle, notamment quand des décisions importantes sont prises, en particulier en ce qui concerne le glyphosate. Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. Premier temps de ma réponse. La fameuse présence en hémicycle. J'imagine que vous êtes un certain nombre à aller regarder sur le site nosdéputés.fr où on voit des courbes, des pourcentages, voilà. Les médias en raffolent, beaucoup en raffolent. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors je vais pas dire ma vie de député, mais ne serait-ce que justement ces fameuses présences en hémicycle. On pourrait siéger quasiment
allez, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en ce moment c'est presque le cas. Il y avait effectivement la semaine dernière la loi sur l'alimentation, ça a été tous les jours, dimanche compris, jusqu'à 3-4 heures du matin, et là on attaque la loi Elan sur le logement. Et si vous voulez que je sois en hémicycle, je ne serai pas ici avec vous, parce qu'ils sont en train d'en débattre. Ils sont aussi en train de débattre dans ma commission, je fais partie de la commission Affaires sociales, en ce moment même, donc du projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc déjà, vous voyez, si j'étais à Paris, qu'est-ce que je choisis? Ma commission pour débattre du projet de loi pour choisir son avenir professionnel, ou l'hémicycle? Ça, c'est une première problématique. Et la seconde, effectivement, c'est qu'il y a le territoire, être avec vous, qui est aussi très important. Il y a l'hémicycle, il y a les commissions au Palais Bourbon, et puis il y a aussi tous les groupes d'études, les groupes de travail, les commissions d'enquête. Je suis par exemple partie d'une commission d'enquête sur l'agroalimentaire, d'un groupe d'études sur la vie associative, d'un autre groupe d'études sur la santé à l'école. Tout ça, c'est du travail de l'ombre, de fond, qui effectivement n'est pas répertorié, mais qui est vraiment nécessaire. Alors certes, on peut choisir d'être dans l'hémicycle, à vitupérer, à faire des effets de manche devant les caméras, c'est pas forcément là que tout le travail se fait. Donc voilà, c'est un choix. Moi, je préfère être dans les groupes de travail, dans les commissions ou sur le territoire avec vous, parce que voilà, tout ne se fait pas loin de là dans l'hémicycle. Première partie de ma réponse, pardon, qui était un peu longue, mais je le redis souvent parce que c'est important que chacun ait conscience de ça, et on ne le sait pas. La seconde partie concerne le glyphosate. C'est vrai que là, depuis 2 jours, on entend énormément parler. Alors, typiquement, le glyphosate, c'est un amendement qui a été voté à 2 h du matin. Alors, c'est pas un choix, c'est on prend les amendements, enfin les articles et les amendements au fur et à mesure. Sur ce texte de loi sur l'alimentation, il y avait plus de 2300 amendements. Encore une fois, on pourrait faire le choix d'être tout le temps en hémicycle. C'est ce qui n'est pas forcément évident. Emmanuel Macron s'est engagé, en ce qui concerne le glyphosate en particulier, effectivement, à ce qu'on puisse s'en passer dans 3 ans. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on passe quelque chose en force, ou est-ce qu'on essaye de faire ça en bonne intelligence et en confiance avec les différents acteurs? Parce que si on dit tout d'un coup aux agriculteurs, n'utilisez plus le glyphosate, oui, mais qu'est-ce que vous me donnez à la place? Donc tout est à chaque fois une histoire de voilà, d'essayer d'équilibrer les choses. Les agriculteurs aussi voudraient se passer du glyphosate. C'est les premiers qui savent que c'est dangereux pour leur santé et pour notre santé. Il se trouve que du coup l'INRA a été missionné pour effectivement faire des recherches pour essayer de trouver un produit alternatif à ce glyphosate. Et il s'avère que donc, si d'ici 1 an et demi, 2 ans, les recherches ne vont pas assez vite dans le domaine, on constituera une commission d'enquête. Merci. Ah, c'est sur le même thème, d'accord. Une commission d'enquête au sein de l'Assemblée pour voir si on impose aux agriculteurs le fait qu'ils doivent se passer du glyphosate. Mais à chaque fois, en tout cas, quel que soit le domaine, notre but, ce n'est pas d'imposer. On fait confiance aux différents acteurs. Il ne faut pas, comme je vous dis tout à l'heure, rajouter des normes et imposer à chaque fois. Donc voilà, il n'empêche, le glyphosate, on sait que c'est un sujet très important. On s'est engagé d'ici 3 ans à pouvoir proposer autre chose aux agriculteurs. Alors, donc, je vais prendre à la suite la question de Pierre sur l'alimentation. L'élevage des poules en batterie et l'installation de caméras dans les abattoirs. Alors là, c'est la même chose, on ne cherche pas à imposer à tout prix aux agriculteurs une mesure s'ils ne sont pas en mesure de l'appliquer. On fait confiance dans un premier temps. En ce qui concerne l'élevage des poules en batterie, il est acté dans la loi que plus personne ne peut s'installer avec un élevage de poules en batterie. Et pour ce qui est de l'installation de caméras dans les abattoirs, c'est vrai que, encore une fois, certains lobbies, parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'on est sous la pression de différents lobbies à chaque fois d'un côté et de l'autre. On essaie d'équilibrer. Aurait voulu qu'on aille plus loin là aussi. On essaie de prendre une mesure équilibrée, à savoir sur le volontariat.
des personnes qui ont des abattoirs. Et quand même, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'opposition. La plupart des producteurs qui travaillent dans ce domaine-là, le but, c'est sûrement pas de faire souffrir des bêtes. Voilà, donc encore une fois, on fait confiance. J'ai terminé en ce qui concerne la loi qui vient d'être votée donc, sur l'alimentation. Alors, on change complètement de sujet. Christian qui me demande pourquoi son association de retraités n'a pas encore été reçue par le gouvernement sur la réforme des retraites. Alors ça, c'est aussi un autre sujet de grande ampleur auquel on va s'attaquer. Ce matin même, M. Delevoye, qui est chargé effectivement de la réforme des retraites, a lancé une grande consultation qui va durer 1 an. Vous pouvez aller sur le site, je l'ai fait ce matin pour vérifier que le lien fonctionne bien, il fonctionne bien. Vous allez sur le site du gouvernement et effectivement, donc, il y a une grande consultation qui est lancée sur ça. Donc Christian, vous pourrez déjà vous exprimer de cette manière. Et d'autre part, je vous ai évoqué le fait tout à l'heure que je faisais partie de la commission des affaires sociales. Je pense que c'est un thème dont on va être saisi et je ferai en sorte, en tout cas je ferai plus que souffler le nom de votre association pour que vous soyez entendus à minima au niveau de la commission des affaires sociales. Le nom du site. Gouvernement.fr. Rémi qui me demande, c'est très varié, c'est parfait, s'il y aurait une indexation de la taxe foncière en fonction des revenus. Alors c'est vrai qu'on a entendu il y a une quinzaine de jours beaucoup de choses. Dès qu'il y a un rapport en fait qui est transmis au gouvernement, tout le monde s'en empare et en tire des conclusions. Il faut savoir qu'effectivement les ministres, avant de plancher sur un sujet, demandent à des experts d'étudier voilà, les différentes configurations, et ces experts, et là souvent ce sont des parlementaires, là c'est un député, un sénateur, ont émis différentes pistes. Le gouvernement n'est absolument pas tenu par ce qui est émis dans ces rapports. Alors effectivement, on a entendu dire qu'il y aurait peut-être une indexation de la taxe foncière en fonction des revenus. À l'heure actuelle, rien sincèrement n'est acté. Tout ce qu'on sait, c'est que la taxe d'habitation va être complètement supprimée et qu'il n'y aura pas la création d'un impôt nouveau. Après, il y a d'autres pistes qui sont émises, comme par exemple, on maintient la taxe d'habitation pour les résidences secondaires ou les logements vacants. Encore une fois, c'est à l'état d'étude. On va revenir au local. Alors, Gilbert qui me demande ma position sur le Satonnais Trévoux. Alors là, Gilbert, vous me faites plaisir. Mais écoutez, merci. Tout à fait, je vois absolument de quelle association il s'agit. C'est effectivement pour moi la thématique du territoire. Une thématique qui n'en finit pas depuis plus de 30 ans de pas avancer. C'est vraiment une situation que je voudrais débloquer. J'ai commencé à rencontrer un certain nombre d'acteurs locaux. Par exemple, il faut aussi penser que le Trévoux Satonnais est mort sur l'Ain. Donc qu'il faut faire avec, par exemple, le député, les Républicains de l'Ain, Charles de la Verpillière, que j'ai rencontré à cette occasion. Il y a aussi la communauté de communes Saône-Vallée, il y a tous les élus du Val-de-Saône, que ce soit les élus de l'Ain, les élus d'ici, et il y a effectivement les deux gros acteurs qui sont la région et la métropole. Donc là vraiment, et c'est un sujet auquel je souhaite m'atteler. J'ai déjà commencé donc de voir les uns et les autres à ce sujet, et je pense que la seule façon de s'en sortir, et ce qui de manière, moi je n'arrive pas à comprendre, c'est de mettre tous les acteurs en même temps autour de la table. Donc je vais vraiment m'évertuer à ça. Le DRGNL, c'était la solution. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'avoir un moyen de transport. On n'était pas loin de DRGNL. Il semblerait que Bus à haute service. Il semblerait
Alors, je vais résumer le propos de monsieur qui, effectivement, dit que depuis 30 ans, on n'avance pas, qu'un certain nombre d'études très coûteuses ont été financées, en particulier par la région, que, effectivement, pendant très longtemps, a été évoqué le fait d'un tram-train, et que là, on s'orienterait davantage sur ce qu'on appelle un BHNS, qui est un bus à haut niveau de service. Et que ça devient absolument, enfin c'est même plus une priorité, c'est une urgence. Alors moi je partage complètement ce dernier point, non seulement en termes d'écologie comme vous mentionnez monsieur, mais aussi en termes de transport tout simplement. Alors ce serait effectivement sur la rive gauche de la Saône, mais ce serait pour désengorger la rive droite. La rive droite a la chance d'avoir un train, mais du coup ce sont les gares qui débordent, qui sont saturées. En ce qui concerne la discussion, j'allais dire, qu'il y a entre le tram-train et le BHNS, c'est vrai que le tram-train apparaît comme quelque chose non seulement de très coûteux, mais aussi de plus difficile à mettre en œuvre en termes d'infrastructure. Moi, ce qui m'a fait remonter également, c'est que depuis tout ce temps, en fait, les habitations ont été construites de plus en plus près des voies ferrées et on ne sait pas trop comment les fondations de ces habitations résisteraient à un certain nombre de passages. Bon. Le second point, c'est que si on veut que ça avance d'une manière purement pragmatique, encore une fois, de manière financière et d'une manière facilité d'exécution, on s'orientait vers un BHNS. Et je vous avoue que là, je pense qu'il faut faire au plus simple. Si les différents acteurs qui sont partis au dossier arrivent à se mettre d'accord sur le BHNS, je crois que ce sera déjà très bien. Voilà. Je suis d'accord, mais vous, alors vraiment, comptez sur moi. Comptez sur moi. Il y a la fameuse rupture de charge à Saint-Denis. La métropole, évidemment, et le CIFRAL. Aujourd'hui, c'est un véritable blocage qui n'est plus un blocage politique, mais un blocage technique. Et je sais s'il y a des blocages politiques, mais là, il y a un blocage. Est-ce que la métropole est autorisée à on y gagne, pardon, monsieur disait, et à juste titre, effectivement, que autant on part dans l'un, autant on arrive effectivement sur le territoire de la métropole, et que voilà, la métropole, avec la région, donc il y a pu avoir un certain nombre de blocages politiques par le passé. Là, il s'avérait que ce serait peut-être moins le cas, mais il faut effectivement étudier les liens avec le CITRAL, donc ceux qui gèrent effectivement les bus sur le domaine de la métropole. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vraiment mon souhait, j'ai commencé à voir les différents acteurs. J'étais vendredi dernier, il n'y a pas longtemps, avec le président de la métropole. Je voulais évoquer entre autres ce sujet. Voilà, et je pense vraiment qu'il faut que tout le monde soit autour de la table pour dire les choses une bonne fois pour toutes. Alors on reste dans le local, on n'est plus dans le technique, c'est Fernand qui me demande quelles sont mes relations avec Monsieur Cochet. Donc, merci Fernand. Mais en fait elle arrive bien, elle est au milieu, elle va détendre un petit peu.
Non, forcément, on est tous républicains, j'allais dire. En tout cas, ce sont des relations républicaines. Alors, elles ne sont pas au beau fixe, ça je ne vais pas vous le cacher. Mais je souhaite vraiment travailler avec tout le monde. Et c'est pas en étant dans le face-à-face permanent qu'on peut avancer. Moi, vraiment, dans tout ce que j'entreprends, quels que soient les domaines, c'est le côte à côte que je privilégie. J'ai été voir les 25 maires de ma circonscription et naturellement, j'ai aussi été voir Monsieur Cochet, qui a lui une grande partie de la circonscription. Donc c'est tout naturel, effectivement, qu'on travaille ensemble. En tout cas, pour des raisons politiques, jamais je ne m'arrêterai pour des raisons politiques. Il y a de maires de toutes les étiquettes et c'est bien normal que je les rencontre. Et je vais dire, dans tous les domaines, je rencontre tout le monde, toutes les associations qui souhaitent me rencontrer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Fernand? On va revenir au niveau national. Alors, Gérard, qui me demande quelles sont les mesures pour réduire l'endettement de la France. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait 40 ans que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à réduire cet endettement et j'espère qu'on va réussir. En tout cas, les premiers, ça fait un an tout juste qu'on est là. Je vais dire les premiers effets, les premières mesures commencent à arriver. Et on voit déjà effectivement que cela va mieux. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on est en train de moderniser notre pays et en particulier notre fonction publique qui a besoin vraiment de rentrer enfin dans le XXIe siècle pour plus d'efficacité, pour effectivement moins de fonctionnaires, mais on va le faire de manière douce. Le but, c'est pas de dire et d'évincer d'un coup d'un seul les fonctionnaires. À travers la fameuse e-administration, vous avez pu voir en remplissant vos impôts que maintenant, tout se fait sur Internet. Ça, c'est un des premiers points pour réduire l'endettement de la France. Et puis, il y a la relance économique qui vient donc avec moins de dépenses dans de nombreux domaines. On peut aussi parler, et apparemment ça va très bien marcher, de la fameuse taxation des GAFAM. Alors, c'est ces gros trucs genre Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc en les taxant, ça permet, pour partie, avec d'autres mesures, de réduire l'endettement de la France. Je pars un petit coup. Alors je ne sais pas. C'est une question que je ne me suis jamais posée. C'est bien, je veux dire, on parlait de nos fonctionnaires, mais si on fait des lois qui disent que les fonctionnaires, comment faire? Non, c'est pas faux, et c'est aussi pour ça qu'on essaye de ne pas légiférer sur tout. Parce que, effectivement, c'est aussi un des aspects. Pour savoir combien de fonctionnaires ça va mobiliser et les faire appliquer. Tout à fait. J'y penserai les prochaines lois concernées à voter. Alors Marion, là on est dans du très précis, qui travaille dans un centre d'information et d'orientation. Et effectivement, on a entendu, alors c'est des fameux on-dit qui tout à coup fusent, qui n'ont pas forcément de fondement, en tout cas immédiat, et le gouvernement voudrait supprimer ces fameux CIO. Alors ces CIO, c'est les centres d'information et d'orientation vers lesquels les jeunes se dirigent pour avoir accès à des informations quant à leur filière étudiante qui vise, voire à des métiers. Alors, évidemment, le but, ce n'est pas de supprimer ces CIO, je vais dire comme dans tous les domaines, c'est d'essayer que ça fonctionne mieux quand quelque chose fonctionne pas très bien. Et effectivement, ces CIO
n'apporterait pas tout ce qu'il pourrait apporter. Pour l'instant, il dépend complètement de l'éducation nationale et la réflexion qui est en train d'être menée, mais c'est juste à l'état de réflexion qui est en train d'être menée par le gouvernement, c'est que ce soit les régions qui gèrent ces CIO, ce qui n'est pas du tout stupide. Je pense effectivement une réflexion qu'il faut au moins mettre sur table, parce que par exemple la région va s'occuper de tout ce qui est apprentissage. Là, vous allez entendre parler beaucoup d'apprentissage, on est en train de bosser dessus, et c'est la région qui va être dedans. Donc il y aurait une certaine logique d'ensemble, et puis le fait que ce soit une collectivité comme la région qui est beaucoup plus proche du terrain qui gère ce genre de choses, c'est aussi quelque chose à étudier. Mais encore une fois, c'est juste à l'état de réflexion. Alors, Alain, qui me demande, on en revient à l'agriculture, si on peut imaginer que les épandages de pesticides se fassent en fonction de la météo, pas d'épandage en cas de vent trop fort. Alors je suis désolée Alain, je ne suis pas une spécialiste ni dans les pesticides, ni dans les épandages, et naturellement, comme beaucoup, je préférais une France sans pesticides, et comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, il faut effectivement faire les choses progressivement. On ne peut pas imposer une mesure sans avoir la confiance des différents acteurs à qui ça va être imposé. Voilà. Mais je sais qu'il y en a beaucoup effectivement qui réfléchissent sur les épandages. Ouais, pour le coup, je ne suis pas spécialiste, mais on est des spécialistes. Bernard qui me demande pardon, pourquoi aller si vite dans les réformes. Il y aurait tellement à dire. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'on va pas assez vite en même temps. Il y a une grande impatience qu'on sentait déjà il y a plus d'un an. Les Français sont à juste titre impatients qu'on change. Tout le monde a eu conscience que ça fait 40 ans qu'on est dans une sorte d'inertie, qu'on n'arrive pas à changer. Donc oui, effectivement, on va vite. Et parce que surtout, tous les domaines sont liés. On ne peut pas prendre une mesure, elle aura forcément des impacts sur autre chose. C'est pourquoi on essaye de traiter les choses dans leur globalité pour que vraiment tout le monde puisse vivre mieux assez rapidement. D'ailleurs, on ne va pas assez vite, puisque tout à l'heure, on a dit effectivement que le calendrier entre l'augmentation de la CSG et la suppression de la taxe d'habitation n'était pas raccord. Donc vous voyez... Karl, qui me demande comment on va financer les services publics locaux si on enlève la taxe d'habitation. Il y a un monsieur qui est impatient de poser sa question là. Ah pardon. Mais les deux, il y a un méchant. Donc comment on va financer les services publics locaux si on enlève la taxe d'habitation? Écoutez, là pour le coup la réponse est très claire. Emmanuel Macron s'y est engagé, et c'est un homme qui jusqu'à maintenant, quand il s'y engage, il ne le fait pas à moitié. Le manque à gagner pour les communes, c'était les communes effectivement qui touchaient la taxe d'habitation, sera vraiment compensé à l'euro près. Là, pas de souci, j'allais dire, pour les communes qui vont garder leur autonomie financière. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une étude qui est en train d'étudier plusieurs pistes. On en saura plus quand justement les différentes pistes auront été étudiées. Mais toujours est-il que donc les communes seront compensées à l'euro près. Henri. Le gaspillage de l'énergie bon marché risque de priver les générations futures d'énergie. Quelle est votre position sur le nucléaire? Ça, c'est aussi une grande question. C'est une évidence qu'il faut qu'on réduise, qu'on arrive à réduire vraiment notre dépendance au nucléaire. Emmanuel Macron visait un objectif de 50% d'énergie nucléaire à l'horizon 2025. J'allais dire comme je vous fais part à chaque fois, voilà, on ne peut pas prendre une décision justement dans la loi qui s'impose si on n'a pas quelque chose en complément pour compléter. Donc il va falloir qu'on développe l'éolien, il va falloir qu'on développe
le solaire, le photovoltaïque, tout ça à l'heure actuelle n'est pas encore vraiment prêt, donc il va falloir faire monter en puissance les uns et à l'inverse, effectivement réussir à réduire progressivement notre dépendance au nucléaire. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on y travaille. Alors, moi, pas personnellement, comme je vous ai expliqué, hélas, on ne peut pas être partout, mais on a un certain nombre de députés dans des groupes de travail qui sont vraiment sur ce sujet-là. Une question blanche et une autre question de Jacques qui me demande quelles sont les mesures pour éviter les démantèlements et les fuites de nos fleurons industriels. C'est vrai que c'est une vraie question et on a besoin de ces fameux fleurons industriels pour l'activité de notre pays, pour relancer l'emploi. Comme je vous en ai fait part un peu tout à l'heure, toute notre politique vise vraiment à redonner cette compétitivité à nos entreprises et ça fonctionne. Ça fait juste 1 an mais ça fonctionne puisqu'il vient d'avoir un classement annuel de compétitivité et on a déjà gagné 3 places. Et plein de choses en fait vont dans ce sens-là, plus de flexibilité, la loi travail qu'on a votée dès le début permet ça, et puis souvenez-vous de Macron à Versailles avec tous ces entrepreneurs, voilà, et au contraire non seulement maintenant on garde nos fleurons industriels et on arrive de plus en plus à en attirer de l'étranger, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, le siège de HSBC qui était jusqu'à maintenant à Londres, voilà, va se trouver à Paris. Donc les premiers signaux sont très très rassurants et on va tout faire pour continuer dans ce sens-là. Et bien, vous en avez des questions. Janine, on revient dans le local. Dans le local. Quand est-ce qu'il y aura un nouveau collège pour le Val-de-Saône? Jean Renoir déborde. Oui, c'est vrai. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous apporter de réponse tout de suite. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas tout. Si jamais j'entends parler de la date de création d'un nouveau collège, je ne manquerai pas de vous en faire part. Mais surtout, l'acteur qui gère les collèges, c'est la métropole et elle est tout à fait consciente des différents besoins de son territoire. Donc voilà, c'est encore une fois, si j'entends parler de quelque chose ou s'il y a une réflexion qui est menée dans ce domaine à ce sujet, je ne manquerai pas de faire part de votre remarque. Marc, alors le PLUH, effectivement on est en plein dedans sur le Val-de-Saône, le plan local d'urbanisme et d'habitat, qui va se traduire, en tout cas c'est une crainte, par de l'urbanisation forte, mais sans progrès au niveau de déplacement, n'est-ce pas archaïque? Et en effet, là, si on construit de plus en plus, il va falloir qu'on donne des moyens de transport à ceux qu'on loge, vu que la voiture n'est désormais plus du tout la solution. Je vous ai parlé donc du Trévoux-Satonnais tout à l'heure, et je pense vraiment que c'est une remarque tout à fait pertinente. On ne peut pas concevoir que le logement d'un côté et les déplacements de l'autre, et qu'encore une fois dans ce domaine, c'est une réflexion conjointe entre les différents acteurs qui doit être menée. Je reviens sur le Trévoux-Satonnais parce que je pense que ça changerait tout, c'est même pas beaucoup de choses, c'est tout sur notre secteur. Comptez vraiment sur moi sur cette thématique. Alors, Jérôme, empêcher de créer une dette énorme, 1 500 € par salarié avec la réforme de la formation professionnelle. Ah alors, on ne crée pas de dette avec cette mesure normalement, Jérôme, avec la réforme de la formation professionnelle. Je pourrais en parler beaucoup, de la réforme de la formation professionnelle. Je pense que c'est quelque chose effectivement dont on ne peut pas faire l'économie. Si justement on veut permettre un retour à un emploi qui est digne de ce nom et enrayer vraiment le chômage, pour moi la formation professionnelle c'est quelque chose qui va sauver un nombre de salariés incroyable. On passe plus 40 ans dans la même entreprise, donc on sait qu'il y a voilà, on est amené, nos enfants sont amenés à faire une dizaine de métiers dans leur vie. Donc cette formation professionnelle, j'y crois beaucoup, mais le but c'est vraiment pas de créer de la dette. Et je peux ajouter le fait que le compte de chaque salarié
qui est actuellement calculé en heures, sera normalement désormais calculé en euros. Mais écoutez, là je pourrais vous en dire plus si vous voulez, si on a vos coordonnées de manière un peu plus précise. Alors c'est très bien ce petit temps de pause. Alors parfois on coupe les questions. Alors Philippe, Parcoursup, échec ou succès? Ah bah oui, on entend effectivement beaucoup parler Parcoursup, qui est le... Très bien. Bon, merci. Tout le monde est voilà, alors je me permets donc de rebondir. Effectivement, c'est un peu, je vais dire, l'habitude. On dit que rien ne fonctionne, et puis en réalité, quand on va voir un peu de plus près, ça fonctionne très bien. Moi, je suis toujours étonné entre ce que je peux entendre dans les médias et les gens que je peux croiser dans la rue qui me disent à ce sujet, ou à bien d'autres sujets, tenez bon, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc ça fait plaisir. Et Parcoursup, bah, merci pour ce témoignage spontané. Effectivement, alors pour remettre un peu les choses en perspective, l'année dernière, les bacheliers, eh ben, ils étaient tirés au sort pour choisir la filière dans laquelle ils allaient aller. Bon, alors pardon, une partie. Alors disons qu'on a remis les choses à plat. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Toujours est-il que Parcoursup, effectivement, il y a déjà... Ah bah d'accord, il y a 65% des étudiants qui ont déjà reçu une réponse positive. On est d'accord? Et si je vous dis que l'année dernière, à la même époque, c'était... Ah bah d'accord, non, mais toujours est-il que voilà, l'année dernière, à la même époque, il n'y a aucun étudiant ne... Je suis d'accord. Non mais, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, on peut quand même mettre en perspective les choses. L'année dernière, à la même époque, aucun bachelier ne savait où il allait en septembre. Aujourd'hui, monsieur qui a l'air bien du domaine, bon, aujourd'hui 65% ont déjà une réponse positive, et par le truchement des désistements des premiers choix, effectivement, de plus en plus chacun va avoir ses choix honorés. Alors écoute, mais je vous laisserai discuter avec voilà. Mais, non, je vous en prie, allez discuter. Je vais continuer les questions. Vraiment d'accord. Donc on est d'accord. Qu'on est pour Parcoursup, écoutez, je crois que finalement il y a une unanimité. Ça marche pas, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera parfait. Très bien. Bon. Et le principe de sélection sera rentré dans la tête de tout le monde. Bon, allez. On en parlera après avec plaisir, on se mettra autour de table pour discuter de Parcoursup. Alors, Gilles, qui me pose comme question, à la place de la taxe d'habitation, des taxes régionales ne seront-elles pas créées comme au Canada, par exemple? Je crois que j'ai répondu pour partie tout à l'heure, à savoir que vraiment aucun impôt supplémentaire ne viendra remplacer cette taxe d'habitation. On l'a dit, on l'a redit, voilà, je crois que je ne peux pas être plus clair. Jacques, ça c'est une vraie question. Où en est-on de la suppression des niches fiscales? Ah. Alors là, il y a un travail, j'allais dire, comme dans tous les domaines, qui est vraiment colossal. On s'y est attelé, comme dans tous les domaines, pas qu'un peu. Voilà, donc non seulement on va vite, mais on prend tous les dossiers qu'on soulève, qu'on ne laisse pas sous la pile, même si bien souvent ce serait plus simple de laisser les dossiers sous la pile. Bercy travaille, il n'y a pas un jour où Darmanin n'en parle pas, et puis ça ne suffit pas non plus de voir ça juste au niveau national, il faut voir ça au niveau européen et mondial, et effectivement, voilà, dans tous les domaines. Alors précisément, je ne vous apporterai pas les réponses, mais je sais que c'est un gros sujet auquel s'attelle Gérald Darmanin, et alors je ne dis pas qu'on viendra à bout de ça, hélas, mais en tout cas faire un gros nettoyage, soyez-en certains. Alors, Jean-Marie, le revenu médian des retraités est supérieur à celui des actifs, alors que l'inverse serait plus logique.
une juste correction est certainement nécessaire. Bon. On va augmenter la taille. Non, il y en a qui font vraiment du mauvais esprit. Je pense que là, non. Voilà, mais comme je vous disais tout à l'heure, je vais insister encore une fois dessus, on ne peut pas laisser les plus démunis, les plus faibles, les retraités, j'allais dire, quel que soit leur niveau de vie, font aussi partie de ces personnes qu'on doit protéger, leur santé. Il y a une grosse question qui concerne la dépendance. Voilà, quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'on fasse attention, qu'on protège ce fameux modèle social que je vous ai évoqué tout à l'heure. Par exemple aussi aux personnes les plus faibles. Il faut qu'on pense aux handicapés. À chaque fois qu'on étudie un texte de loi, il y a la question du handicap qui vient, qu'on avait trop tendance à mettre de côté. Donc voilà, protéger ceux qui ont besoin pour le coup de la société pour vivre d'une manière décente. Alors, Philippe, qui me demande pourquoi commander un rapport, qui fait allusion au rapport Borloo, et le rejeter. Alors le terme est un peu fort pour rejeter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, le gouvernement, je pense, a la très bonne idée, à chaque fois qu'il s'attaque à un sujet, ça a été par exemple le cas pour la SNCF. Je suis d'ailleurs assez étonné de ne pas avoir de questions jusqu'à maintenant sur la SNCF. Mais voilà. Donc la SNCF, pareil, un rapport avait été rendu pour étudier différentes pistes, mais ça ne veut pas dire que le rapport va décider du texte de loi qu'on va étudier. C'est vraiment une base, un support sur lequel le gouvernement va se baser. Donc non, le rapport Borloo n'a pas été rejeté, il est analysé, et puis comme je vous l'ai dit aussi à chaque fois, c'est que quand on avance sur une thématique, on concerte tous les acteurs qui sont concernés. On ne peut pas imposer les choses, il faut vraiment mettre tout le monde autour d'une table pour pouvoir avancer de manière constructive. Du rapport Borloo? Ça, je pense qu'il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées sur lesquelles on ne prendra peut-être pas telles quelles, mais qui vont permettre qui vont être une base de réflexion ultérieure. Jules. Alors, on retourne dans du local et on remonte sur la colline de Caluire. Que pensez-vous de la volonté du maire de Caluire de construire un centre commercial sur la terre d'Hélièvre? C'est effectivement un gros sujet un certain nombre sur le territoire se sont emparés. Je vais dire que ça lui appartient, et surtout c'est la métropole qui devra convaincre, et vraisemblablement c'est pas encore le cas à ce jour. Voilà. Donc je laisserai, n'empêche, les deux acteurs concernés débattre, et je pense qu'on a encore de longs mois de débat à ce sujet. Monique, et l'environnement dans tout ça? Ah oui, l'environnement, effectivement, on y est tous très sensibles. Encore une fois, on voudrait que tout aille plus vite dans ce domaine. Mais écoutez, là, je pense quand même que vous avez un sacré représentant au sein du gouvernement, qui est Nicolas Hulot, qui ne mâche pas ses mots, qui a toute sa part au sein du gouvernement, qui est très écouté, et qui vraiment, heureusement qu'il est là sur toutes ces questions. Donc j'allais dire, ne vous faites pas de soucis en ce qui concerne l'environnement. Nicolas Hulot fait vraiment le travail. Nicolas Hulot, il va partir. Non, écoutez, c'est pas prévu du tout. Emmanuel Macron souhaite continuer avec son équipe. C'est lui qui le dit. Il y a sûrement quelques ministres qui fatiguent un peu parce que le rythme est effectivement dur, mais l'équipe est très bonne. L'équipe est très bonne, on va aller voir travailler de près. Je peux vous assurer que voilà, ce sont des personnes qui, chacun dans leur domaine, œuvrent très bien.
Alors Anne qui me demande, indépendamment du territoire, appuyé auprès de la métropole, la nécessité d'intensifier la fréquence des TER alignés aux heures de pointe. Alors j'ai les horaires même. Un TER par heure pour Pardieu, d'Albigny, 7h35, 8h35 pour aller travailler. Voilà, 2 par heure sur Perrache, c'est insuffisant face à la croissance des habitants. Comment on incite à laisser sa voiture? C'est effectivement une question qui rejoint celle qu'on a pu avoir précédemment. On construit de plus en plus, on ne donne pas la possibilité aux gens de se déplacer autrement qu'en voiture. Il y a donc le fameux tram-train que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et pour ce qui est des TER, eh ben, j'aime pas dire ça, mais là, c'est pas moi, c'est la région. Et il y a en revanche une vraie question, c'est-à-dire que le cadencement des trains est déjà très très élevé et que ça devient très compliqué non seulement de rallonger les trains et d'augmenter leur fréquence. Donc effectivement, au lieu, j'allais dire, d'avancer encore sur le côté droit de la Saône, je pense que la solution d'un tram-train c'est difficile, désengorgerait de fait la rive gauche, parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent de ce côté qui vont effectivement prendre le train de l'autre côté. Alors, hop, merci. Camille qui me demande quel avenir je vois pour la micro-entreprise. C'est vrai. Alors, la micro-entreprise, c'est vraiment pour moi un tremplin vers l'entreprise. Avant, on avait une figure de l'entreprise. Il s'avère que de plus en plus, c'est les TPE, les PME, et donc les micro-entreprises qui font vraiment notre tissu en matière d'emploi. Et j'en vois plein tous les jours, des jeunes qui sont effectivement énergiques, qui galéraient, qui enchaînaient les CDD, les intérims, et qui ont pu créer leur entreprise. Mais écoutez, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un food truck, qui s'était lancé là-dedans, et ça marche très bien. Il va sur les différentes fêtes de village. Donc je pense tout à fait que c'est un des domaines qui va permettre de résorber petit à petit le chômage. Et bravo à ceux qui osent se lancer dedans. Alors, Xavier, qui est bien au fait de la politique locale, qui me demande, tout go, quand M. Collomb va laisser les clés de la métropole à M. Kimmelfeld. Bah écoutez, là je ne vais pas répondre à la place du ministre, il a encore plein de choses à faire et pour l'instant il a fait passer plein de choses qu'il a défendues vraiment de manière très très bien. Et puis quoi qu'il en soit, David Kimmelfeld, qui est l'actuel président de la métropole, mène le même programme que celui pour lequel a été élu Gérard Collomb en 2015. Voilà. Alors, Eleonore ne va plus avoir de jambes et moi je ne vais plus avoir de voix. L'autre à moi. Tout à fait. Oui. Alors, Marie qui me demande, et les hôpitaux et les EHPAD. Alors absolument, absolument, c'est une vraie question. Je parlais de la dépendance tout à l'heure, du fait qu'on a une population qui est de plus en plus vieillissante et que ce sont des personnes absolument à protéger, à ne pas oublier. Pas plus tard qu'hier soir, Agnès Buzyn a effectivement annoncé un certain nombre de mesures. Et si autant on cherche à faire des économies dans certains domaines, dans d'autres domaines, il faut là pour le coup donner des financements. Il a été annoncé effectivement que des fonds allaient être débloqués pour que les EHPAD fonctionnent vraiment bien, pour qu'il y ait des infirmières de nuit, un certain nombre, je crois que c'est 20 000 personnes qui vont être embauchées dans ce domaine-là pour que nos personnes vieillissent le mieux possible, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc écoutez, oui, allez voir ce qu'Agnès Buzyn effectivement a sorti précisément depuis hier soir, pardon, j'ai pas encore tout décrypté, mais je sais que c'est un engagement vraiment qui lui tient à cœur. Frédéric, Hollande a payé la non-baisse de la courbe du chômage, alors qu'il n'en était pas le seul responsable. Pensez-vous qu'il est un risque pour Emmanuel Macron de payer également son échec, s'il en est,
de l'augmentation du PA. Du pouvoir d'achat, oui, tout à fait. Je réfléchis en même temps que je lis, pardon. Ah bah écoutez, là, je ne sais pas encore. Il y a une chose que je sais en revanche, c'est que si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Et on a un peu vu justement ces dernières années que surtout ne bougeons pas, restons au statu quo et comme ça tout ira pas si mal. Alors nous on fait le pari que tout aille mieux, donc effectivement on fait des choses et à chaque fois c'est un pari, on les assume, mais vraiment on souhaite, et pour moi c'est la dernière chance, que ça fonctionne. Donc voilà, continuons à prendre des risques et encore une fois les premiers indicateurs sont plutôt favorables. Alors apparemment, vous avez pu tous poser votre question. Effectivement, alors est-ce qu'on a le droit de dire le meilleur pour la fin? Daniel, merci. Avez-vous le temps pour une vie privée? Alors je ne m'attendais pas à cette question, je m'attendais à beaucoup de questions. Pas celle-là. J'essaye de ménager une vie privée naturellement. Un certain nombre d'entre vous sait que j'ai 3 jeunes enfants. Donc voilà, les Français en nous élisant ont souhaité voir des gens comme eux au pouvoir. Voilà, moi j'y étais en tant que Française, en tant que mère de famille, en ayant eu un travail avant, j'aurai un travail après. Voilà, je pense que j'arrive assez bien à mener les deux. J'espère que mes enfants diront la même chose. Alors apparemment, ce n'était pas l'ultime question, il en reste quelques-unes. Je suis à votre disposition et surtout n'hésitez pas à me contacter, on vous répondra par mail le plus précisément possible. J'espère vous avoir éclairé. Je reste à votre disposition maintenant en circulant entre les tables. Et encore une fois, donc, vous avez une équipe parlementaire qui est là et moi je reçois très facilement à ma permanence qui est à Neuville. Donc vraiment avec grand plaisir de vous voir les uns et les autres. Merci beaucoup et puis tout de suite.